L'ordre du jour appelle la suite de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'article 34 sexies, examiné par priorité. Il nous manque cependant le président de la commission et le rapporteur général du budget. On va les attendre. Faire rapporteur. Je suis obligée de suspendre parce qu'on n'arrive pas à trouver le rapporteur. Donc je suspends. Ah ben. Fait. Donc on va pouvoir redémarrer nos débats. On en était resté à l'article 34 sexies et nous en étions aux amendements à l'article. Donc avec donc le premier était un amendement, le 2400 rédactionnel qui n'est pas défendu. Oui. Pour un rappel au règlement, Monsieur Lecoq. Merci Madame la Présidente. Oui, pour un rappel au règlement au titre de l'article 100. Nous sommes en train de continuer le débat en deuxième lecture du budget. Simplement, nous aimerions savoir si ce que nous faisons dans cet hémicycle, ce que nous allons faire ces prochaines heures, est un débat sincère où les amendements débattus, votés, vont pouvoir avoir une réalité et une application, ou si nous sommes simplement en train de continuer à appliquer une véritable mascarade. Parce que Monsieur le Premier ministre est ici au banc. Moi, je me souviens de son intervention du 3 octobre 2025 où il s'engageait à ne pas recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Depuis, je lis dans les médias que François Hollande réclame l'article 49.3, que Madame Montchalin dit ne rien exclure puisqu'il faut bien avoir un budget. Je voudrais donc savoir si c'est dans cet hémicycle que nous allons pouvoir réaliser le budget et avoir un débat sincère, ou finalement tout va se passer dans des salons, dans des dyners cachés, et que finalement tout ça n'est rien d'autre qu'une mascarade. Merci beaucoup, Monsieur le député. Nous sommes en train d'examiner les articles et les amendements, et donc nous poursuivons l'examen du texte jusqu'à nouvel ordre. L'ensemble des amendements figurant à l'article 34 sexies ne sont pas défendus, et donc je vais mettre aux voix l'article 34 sexies dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 35, j'ai des amendements à l'article. Monsieur Renaud pour le 187. Alors, est-ce que quelqu'un au Rassemblement national défend l'amendement 187? Défendu. L'amendement suivant, 188, défendu également. Alors, sur ces deux amendements du Rassemblement national défendus, Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Oui, déjà, je voudrais m'excuser pour les quelques instants de retard. Je remplace au pied levé Philippe Juvin, rapporteur général, qui a une contrainte exceptionnelle vu la durée de nos débats. On peut le comprendre, mais il sera de retour, ne vous inquiétez pas, à 21h30 pour la séance du soir. Ce sera un avis défavorable, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Excusez-moi, il y a changement. Voilà, de mémoire, ces amendements réduisent la DGF, notamment pour les EPCI. Donc il n'y a pas de raison effectivement de viser les EPCI. Vous l'avez fait d'ailleurs hier soir.
Nos EPCI ont besoin de cette DGF, effectivement. Pour fonctionner, les élus locaux, ils sont particulièrement actifs et ce sont des maires et des élus qui font partie de ces exécutifs. Donc, avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. C'est sur deux amendements. Non. Merci Monsieur le Président. Bonsoir Mesdames et Messieurs les députés. Sur cet amendement qui propose de compenser intégralement pour 5,5 milliards le coût de la hausse salariale qui n'est que le reflet de ce que tous les employeurs de France ont fait, à savoir la nécessité quand même de protéger tous les salariés, tous les agents publics et tous les fonctionnaires de l'inflation qui a effectivement été forte dans notre pays. Le gouvernement y est défavorable. Pour la simple et bonne raison que, évidemment, un certain nombre de dotations, et notamment la DGF, nous l'avons vu hier, ont été réévaluées en 2023, en 2024 et en 2025, précisément pour accompagner une partie de ces hausses salariales. Ah, alors on me dit que ce n'est pas l'article 35. Alors c'est embêtant. Monsieur Renaud, tout à fait. Simplement que ce n'était pas effectivement... Alors, voulez-vous réduire, pardon, la DGF? Là, il y avait des amendements qui sont tombés, donc je suis parti un peu vite sur les premiers amendements, mais ils ne sont pas défendus. Donc, l'amendement 187 de Monsieur Renaud. Réduire la dotation globale de fonctionnement de 4,9 milliards d'euros. C'est contraire à ce qui a été fait hier, puisqu'elle a été même réaugmentée de l'inflation. Elle est à 27 milliards plus 400 millions. Et donc, c'est contraire à votre vote d'hier, donc je suis défavorable. Et que nous puissions inciter les collectivités à pleinement mettre en œuvre la durée du temps de travail, c'est bien votre proposition. Ça ne passe pas par la loi, monsieur le député, ça ne passe pas par une baisse des dotations, ça passe par le respect, notamment parfois au contentieux, du temps de travail. Donc je suis désolée parce que j'ai effectivement embrayé sur les amendements qui étaient préalablement déposés, mais je suis donc bien défavorable à vos deux amendements. Merci, madame la ministre. Je vais mettre aux voix donc l'amendement 187, double avis défavorable, gouvernement et commission. Qui est pour? Qui est contre? On va faire un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 104, exprimé 104, majorité 53, pour 57, contre 47. L'Assemblée a adopté. Il fait tomber le suivant. Je vous informe que sur l'article 35, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette aux voix maintenant l'article 35 sans attendre les 5 minutes? Il n'y a pas... Alors on attend. De parole, si vous voulez, je peux prendre une prise de parole en attendant. Non, il n'y a pas. Non, désolé, c'est sur l'article, il n'y a pas de prise de parole. Vous êtes certain que vous ne voulez pas qu'on accélère? Non, il n'y a pas de prise de parole, c'est l'article. Je suis désolé, le règlement intérieur prévoit qu'après l'annonce du scrutin public, il faut attendre 5 minutes, sauf si l'Assemblée, dans sa totalité, accepte que l'on vote maintenant. J'ai posé la question, une partie de l'hémicycle a dit oui et une partie a dit non. Bon, ben on est obligé de respecter le règlement. En attendant, et prenez bonne note, comme ça on accélérera pour après, sur le vote de l'amendement 1655, je suis saisi par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public que je fais annoncer. Sur le vote de l'amendement 3458, je suis saisi par le groupe France Insoumise d'une demande de scrutin public que je fais annoncer. Et sur le vote de l'article 27, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public que je fais aussi annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée. Un rappel au règlement, monsieur Lecoq.
Merci, Monsieur le Président. Comme nous avons quelques minutes, peut-être que le Premier ministre pourrait informer la représentation nationale. Merci, de Monsieur savoir Lecoq. s'il a l'intention... Merci, Monsieur Lecoq. Je vous informe qu'au titre de l'article 38.5, vous avez déjà fait ce rappel au règlement pour le même motif. Donc, je ne suis pas censé vous laisser la parole une nouvelle fois. On vote dans 1 minute. Nous sommes sur l'article 35, Monsieur Lecoq, et sur rien d'autre. C'est bon ? Nous allons donc pouvoir passer au vote de l'article 35. Je vous demande de regagner vos places, normalement vous y êtes. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 127, exprimé 114, majorité 58, pour 77, contre 37. L'Assemblée a adopté. Article 27, avec des amendements à l'article, le 1655. Qui le défend? Madame Martin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, eh bien, nous continuons à cheminer d'une façon qui peut paraître un peu absurde dans la mesure où le gouvernement, représenté ici en particulier par le Premier ministre, n'est pas fichu de nous dire comment les heures vont évoluer. Peu importe. Là, il s'agit d'inscrire dans la loi la nécessité absolue de réviser les valeurs locatives cadastrales. Pour quelle raison? Parce que c'est un des fondements du calcul de la taxe foncière. Le fait que ça n'a pas été révisé depuis en gros un demi-siècle induit un certain nombre de distorsions et fait que des personnes qui habitent en centre-ville, sans être dans la caricature, mais je pense que nous allons nous comprendre, sont susceptibles de payer moins de taxes foncières que ceux qui vivent dans des quartiers populaires. Et les citoyens ont évidemment conscience de cela. Donc, si nous inscrivons ceci dans la loi, et que bien évidemment nous le faisons, parce que nous prenons au sérieux nos travaux, alors on pourrait avoir un impôt local, la taxe foncière en l'occurrence, qui soit effectivement en lien avec la valeur du bien dans laquelle qui appartient aux personnes concernées. La DGFiP, par exemple, à juste titre, le réclame et il apparaît tout de même que les agents de la DGFiP sont tout à fait sérieux. Donc, la question que nous posons, c'est est-ce que oui ou non, après 50 ans, nous sommes capables d'exiger cette révision? Et puis si par hasard, Monsieur le Premier ministre prenait la parole, eh bien, il pourrait nous dire ce qu'il en est du 49.3. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur sur cet amendement. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, le sujet qu'aborde cet amendement est important puisque nos valeurs locatives sont la base de la fiscalité directe locale. Nos collectivités locales ont vu depuis de nombreuses années leur fiscalité, leur autonomie fiscale se réduire, ce que je regrette à titre personnel. Et effectivement, le peu qu'il leur reste, il faut qu'elles soient assises sur des bases reflétant la réalité des biens, des locaux. Évidemment, ce qui n'est pas le cas puisque les bases datent de 1970, même s'il y a eu des révisions partielles au gré des travaux que je veux saluer des commissions communales et intercommunales de valeurs locatives. Pour autant, malgré la nécessité effectivement d'actualiser, d'ailleurs pour donner à nos collectivités des ressources suffisantes et correspondant aussi à leur base, pour autant l'amendement là de Madame
Feld et du groupe LFI ne tourne pas, puisque d'ailleurs cet amendement, je le rappelle, a été rejeté en commission. Cet amendement ne tourne pas, puisque vous, dans votre exposé, vous évoquez l'actualisation des valeurs locatives des locaux d'habitation. Or, dans la rédaction de l'amendement, le dispositif touche des articles qui traitent les locaux professionnels. Donc pour toutes ces raisons, c'est un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Bon, je remercie Madame Feld de se faire ici le porte-voix des services dont je suis la ministre. Non, la DGFiP ne veut pas... non, pardon. Votre collègue, pardon, Madame Feld, effectivement. Je remercie votre collègue qui défend l'amendement de Madame Feld, se faire la porte-parole des services dont je suis la ministre. La DGFiP ne veut pas une mise à jour telle que vous le dites. La DGFiP, sous mon autorité, a proposé un article 27 qui propose qu'effectivement la mise à jour dite sexennale des bases pour les locaux professionnels, qui a été travaillée en 2022-23, se fasse en 2027, avec le mécanisme de lissage qui est proposé à l'article 27, et que pour l'année 2026, nous continuions à avoir le dispositif dit du planchonnement. Nous y reviendrons dans l'amendement de M. Juvin et du gouvernement ensuite. Mais donc, Madame Feld, ce que vous proposez, c'est une drôle d'idée, parce que si nous le mettions en place tel que vous le proposez, ce serait un choc fiscal pour certains contribuables, allant jusqu'à plus 15% d'impôt l'année prochaine. Alors pour certains, moins 15%. Mais voyez bien que ce que vous proposez, précisément, c'est ce qu'on va faire dans la mise à jour sexennale, qui aura lieu en 2027 de manière lissée. Donc moi, je suis assez étonnée de ce que vous relayez. C'est une position qui ne correspond pas à ce que je crois vous pourriez vouloir souhaiter, notamment pour les commerçants de centre-ville. Donc je vous remercie, je suis défavorable. Merci, Madame la ministre. Madame Martin. Bien. Ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que, incontestablement, vous n'êtes pas prête à mettre de la justice et de l'égalité dans cette affaire de taxe foncière. Je pense que nous ne sommes pas en incapacité, évidemment, d'imaginer que cette révision des bases aurait un impact dans un sens et dans l'autre, et que, bien évidemment, des mécanismes qui visent à lisser dans un certain volume, qui visent à lisser les augmentations, pourraient parfaitement être mis en place. Moi, ce que j'entends dans votre réponse, c'est que, peu importe, ça ne vous choque pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, les citoyens, les contribuables puissent être dans une situation, et c'est bien d'eux dont je parle, et peu importe, j'ai envie de dire, vos arguments techniques, parce que c'est bien beau de toujours répondre par la technique, mais il y a un moment où il faut que vous disiez et aux citoyens et aux maires, parce que ça les coince, bien évidemment. Chaque maire, c'est bien quand il propose, il lui reste plus que la part communale de la taxe foncière. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Donc du coup, éventuellement, ils l'augmentent, mais ils y vont d'une manière fort prudente, dans la mesure où ils savent bien que l'augmentation, finalement, risque de toute façon d'être injuste. Donc la question est de savoir si oui ou non le gouvernement est prêt à agir pour mettre de la justice dans cette affaire de taxe foncière. La seule façon de faire, c'est la révision des bases. Et puisque j'ai la parole et que vous levez la main, bien que cela ne vous appartienne pas, peut-être pourriez-vous vous faire le porte-parole du Premier ministre et nous dire si oui ou non il y aura un 49.3. Merci. La députée, Monsieur Delotrette. Oui, merci Monsieur le Président. Alors ce sujet de la réévaluation des bases des valeurs locatives avait déjà fait l'objet d'une discussion en première lecture et je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'il y a un travail au long cours à faire pour réviser et actualiser ces bases qui datent, qui ont été évaluées de manière assez maintenant empirique. Mais ce qui est certain, et à ce stade, je pense que nous ne devons pas précipiter les choses et c'est la raison pour laquelle nous ne soutiendrons pas cet amendement. Nous l'avions évoqué, il y a un gros travail qui a été engagé sur les valeurs locatives professionnelles et tout le monde fait le constat que sans simulation,
il nous faut quand même aborder les choses avec prudence, parce que ce que l'on pourrait penser être une bonne chose pourrait en réalité ne pas en être une, et qu'il faudra, et je rejoins les propos de Madame la Ministre, à dire qu'il faut y aller avec prudence, et je la rejoins sur le fait qu'il va falloir aborder et étaler les choses dans le temps. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas y travailler. Par contre, tel que proposé, effectivement, ça ne me semble pas raisonnable. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cet amendement. Merci, monsieur le député. Je vous informe que sur le vote de l'article 27 bis, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République de demande de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée. Madame la ministre. Merci, monsieur le président. Bon, je me suis tout à l'heure excusé d'avoir embrayé un peu vite sur l'amendement de monsieur Renaud, qui n'était pas l'amendement de monsieur Renaud, puisque vous allez dans l'autre sens. Mais je dois dire, Madame Martin, je suis un peu étonnée par votre prise de parole, parce que je ne sais pas si on parle de la même chose. Vous me parlez de taxes foncières, et j'ai l'impression en creux que vous me parlez des contribuables individuels, du logement. L'amendement que vous avez déposé ne parle pas de ça. Vous parlez des valeurs locatives des locaux professionnels, qui a été un sujet qui a fait l'objet d'une négociation. Ah si, Madame Fell, 1655, je lis. Madame Fell, procéder tous les ans à une révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Et donc j'ai l'impression qu'on n'est pas exactement en train de parler de la même chose. Alors, Madame la ministre, donc je pense qu'on a une difficulté de compréhension. Nous, je vous parlais des locaux professionnels et je crois que vous parlez de la taxe foncière, et les amendements qui viennent ne parlent que des locaux professionnels. Donc je pense qu'on a une incompréhension, et donc c'est pour ça peut-être qu'on ne se comprend pas. En revanche, sur la méthode de fin du débat, je suis, comme vous voyez ici devant vous, moi je suis très intéressée de savoir comment vous finiriez les débats, Madame la députée, parce que j'ai l'impression que vous êtes très intéressée par savoir si 49.3 ou pas. Mais ce sera intéressant de savoir comment vous voyez les choses. Voilà. Merci Madame la ministre. Je vais mettre aux voix cet amendement avec double avis défavorable, commission et gouvernement, en scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 161, exprimé 153, majorité 77, pour 16, contre 137. L'Assemblée n'a pas adopté. L'amendement 2906 n'est pas défendu. L'amendement 3458 du gouvernement, Madame la ministre. Merci beaucoup. Donc, le gouvernement, par cet amendement, rétablit l'écriture de l'article 27 avec, je le rappelle, 3 mesures principales. D'abord, sur les locaux professionnels, et je persiste, Madame Martin, votre amendement parlait bien que des amendements, l'amendement de Madame Feld ne parlait que des enjeux de taxes foncières pour les locaux professionnels, donc ce n'était pas ce que vous nous disiez à l'oral. Donc là, on parle toujours bien des valeurs locatives de locaux professionnels. On reporte bien d'un an l'intégration des résultats de l'actualisation sexennale. Deuxième élément, on prolonge d'un an le mécanisme de planchonnement. Il y a des contribuables qui, de manière rétroactive, peuvent en bénéficier favorablement. Et donc, c'est bien cette partie-là qui nous intéresse dans le planchonnement, qui doit pouvoir être appliquée au-delà du 31 décembre. Et nous avons un report de 3 ans de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, puisque sur ce sujet, Madame Martin, nous avons bien, et c'est bien l'article 27 dans sa version originale, je suis bien d'accord avec vous sur ce point, ce n'était pas là votre amendement, mais je suis d'accord avec vous. Il est utile que nous ayons un mécanisme beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple, qui crée plus de confiance, et je suis d'accord avec vos arguments, qui puisse donner notamment aux maires une relation fiscale simplifiée et, j'allais dire, plus équilibrée avec les contribuables. Voilà le rétablissement de l'article 27 que nous vous proposons. Et donc, merci, mesdames et messieurs les députés, de le valider. Dit autrement, si cet article venait à tomber, il y aurait, dès l'année 2026, un risque qu'un certain nombre de contribuables voient des très fortes hausses d'impôts et d'autres en voient des très fortes baisses. Alors vous pouvez vous dire, on veut bien les baisses, mais il faudra aussi que j'applique les hausses. Et je parle en particulier de nos entreprises, commerçants. Donc, ceux et celles qui soutiennent les entreprises et commerçants, il vaut mieux rétablir l'article 27. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, il s'agit d'un amendement important par rapport à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et des locaux d'habitation. Déjà, sur le principe, je pense que tout le monde dans cette Assemblée est d'accord
pour réviser et, je dirais, ajuster les valeurs locatives au plus réel, à la situation la plus réelle des locaux, éléments de confort, éléments de situation au niveau des services publics, etc., etc. Donc le gouvernement, malgré cette volonté de révision, qui est un processus long, qui nécessite effectivement de mesurer les impacts en termes pour les contribuables professionnels comme les ménages. Donc effectivement, le gouvernement propose de reporter, de revenir déjà à la rédaction de l'article 27 du projet de loi de finances initiale, donc avec un report. Donc comme la ministre le dit, le calendrier serait le suivant. En 2027, il y aurait une intégration dans les bases d'imposition des résultats de l'actualisation sexennale. Il faut savoir que c'est une révision importante, cette réactualisation sexennale, et donc les impacts, semble-t-il, sont pas assez encadrés aujourd'hui, mesurés, qui auraient des effets de bord et des effets fiscaux majeurs, notamment sur un certain nombre de commerçants de nos centres-villes. Et puis en 2031, le calendrier prévoit l'intégration dans les bases d'imposition des valeurs locatives des locaux d'habitation. Donc on prend note de Madame la Ministre des difficultés aussi et du besoin de temps par l'administration fiscale pour réviser et surtout appréhender l'ensemble des impacts de cette réforme ambitieuse. Vous avez répondu en partie à mes interrogations sur la fragilité des mécanismes atténuateurs, parce que dans cette réforme, il y a des mots un peu barbares, hein, le planchonnement, ça me rappelle certains souvenirs. Donc, quid du planchonnement pour l'année 2026 ? Vous semblez dire qu'il y aura bien un effet rétroactif, ce qui serait important. Donc voilà, notre Assemblée, vous avez éclairé sur un certain nombre de points, mais combien de contribuables pourraient être concernés par cette réduction des valeurs locatives en 2026 ? Quelle sera aussi la base de référence pour le calcul de l'avis de taxe foncière qu'ils recevront au cours du dernier trimestre de l'année ? Est-ce qu'il y a des risques contentieux identifiés ? Mais au-delà de ces remarques, à titre personnel, j'émettrai un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur de Courson. Mes chers collègues, ça ne fait que 33 ans que je suis dans cet hémicycle. Mais ça fait 38 ans que je suis conseiller départemental et j'ai présidé ou participé aux commissions départementales de révision des bases. Il faut savoir que sur les locaux professionnels, le grand problème qu'on a, c'est que si on applique les bases telles qu'ils sont évaluées à partir des valeurs locatives effectives, on soulage les commerces, les concentrés, les grandes surfaces de la périphérie et qu'on augmente la pression fiscale sur les commerces de centre-ville. C'est l'un des problèmes qu'on a. Et donc, je crois, Madame la Ministre, que si on repousse d'un an, moi, ça ne fait que 33 ans qu'on repousse. Hein. Bon. Mais ce qu'il faudrait, c'est faire vraiment des simulations très fines, département par département, pour montrer aux collègues ce que ça donne, avant qu'on fasse le vote final. Parce que combien de fois j'ai vu ce type de réforme, et puis quand ça commence à hurler de tous côtés, puisque bien entendu, ceux qui payent davantage, vous les aurez dans vos permanences. Ceux qui sont allégés, vous ne les verrez pas, puisque ces réformes sont à produit équivalent. Donc, ce n'est pas pour augmenter les impôts, mais ce n'est pas vécu comme ça. Et qu'on reporte sans arrêt. Donc, Madame la Ministre, est-ce que vous pourriez, avant que nous ne votions, prendre l'engagement qu'on aura pour l'année prochaine des simulations fines, département par département, puisque c'est au niveau des départements que sont faites les révisions, pour voir dans quoi on met les pieds avant de voter définitivement. Par parenthèse, sur les locaux d'habitation, on a le même problème. Entre les locaux, les logements sociaux et les non sociaux. Dans beaucoup d'endroits, ça augmente la pression fiscale sur les logements sociaux. Merci, monsieur le député. Monsieur Delépinaud. Oui, Madame la Ministre, est-ce qu'on pourrait avoir quand même une petite clarification, puisque je crois que dans vos explications, vous ne visez que les valeurs locatives commerciales, mais quand on lit votre exposé des motifs, vous renvoyez à la fin un délai de 3 ans concernant les valeurs locatives d'habitation. Donc il y a bien les deux, on est d'accord. Ça, je crois que, et je parle sous le contrôle de nos collègues, mais ça fait partie de ces amendements particulièrement douloureux pour le cerveau, tant dans l'exposé de l'article que de l'exposé des motifs. Parce que moi, je le dis très humblement, je ne comprends rien. Madame la Ministre.
Merci Monsieur le Président. Il faut qu'on soit clair. Effectivement, quand on appelle les députés à voter, il faut qu'on soit extrêmement transparent. Et si les écritures ne le sont pas, je dois l'être avec vous. Il y a 3 mesures dans cet article. Point 1, nous mettons en œuvre, nous préparons la mise en œuvre. Et je confirme que vous aurez toutes les estimations dans l'année de la bascule d'un système qui a été travaillé pendant des années entre le gouvernement, les élus et les représentants du monde des entreprises sur la manière d'avoir des bases de valeur locative pour les locaux professionnels qui soient en fait maintenant révisées tous les 6 ans avec entre ces périodes de 6 ans des périodes de lissage. C'est une réforme qui est prête depuis 2022 dans l'évaluation des bases, qui a été repoussée successivement. En 2027, on y va, on a le lissage, le monde entrepreneurial l'attend, les élus sont préparés et on a toutes les données. Et je les partagerai en format départemental si vous voulez, national, comme vous voulez. Ça, c'est la mesure 1. La deuxième mesure elle concerne l'année 2026. Pour que nous puissions, dans cette année de transition entre maintenant et 2027, ne pas avoir des ressauts d'imposition entre la situation d'aujourd'hui et la situation future. Ça s'appelle le planchonnement. C'est barbare, je ne vais pas revenir dans le détail, mais c'est utile. Troisième élément, c'est les locaux d'habitation. Il avait été imaginé il y a quelques années, je vous dis tout, par vos prédécesseurs et collègues, que la DGFiP collecte l'ensemble des loyers pour en déduire la valeur locative des biens. Je vous le dis, j'ai souhaité mettre fin à cette idée. Nous avons connu GMBI, on a connu plein d'exercices où il a fallu collecter beaucoup de données, ça n'a pas très bien marché. Et M. de Courson pourra valider, plutôt que d'aller demander à tous les Français locataires et propriétaires de donner leur loyer, il nous semble, je crois d'ailleurs avec un certain nombre d'élus locaux, que la bonne base pour la taxe foncière des particuliers, c'est plutôt la valeur vénale, le prix d'achat d'un appartement ou d'une maison. Comment on passe du système d'aujourd'hui, on en a longuement parlé, les éléments de confort, les salles de bain, les baignoires, c'est le système d'aujourd'hui, à un système qui aurait une forme de transparence et de lisibilité, la valeur vénale. C'est pourquoi je vous indique que pour la mise à jour des valeurs des locaux d'habitation, il nous faut un peu de temps, d'où le report pour faire ça proprement. Donc, une fois que je vous le dis comme ça, il nous semble que c'était quand même un amendement qui doit pouvoir être rétabli. Sans l'article 27, très concrètement, comme ça je vous donne ce qui se passe si on ne vote pas, pour 3,8 millions de locaux professionnels, je reviens au sujet des locaux professionnels, il y aurait pour 2,4 millions une hausse d'impôt très forte en 2026 et il y aurait pour 1,4 million de locaux une baisse très forte d'impôt en 2026 avant le passage au nouveau système dont je vous ai parlé. Vu comme ça, j'espère avoir été clair. Je pense qu'il est utile pour les locaux professionnels que cet article soit voté. Et je pense qu'il est utile que vous me donniez l'autorisation de ne pas collecter les données de loyer de tous les Français. Parce que je pense que ce ne serait pas une bonne idée, ni pour la réforme, ni pour ce qu'on veut faire. Et c'est pourquoi on reporte et on va faire ça proprement. Je vous remercie pour votre soutien. Merci Madame la Ministre. Nous allons pouvoir passer au vote de cet amendement avec un double avis favorable au gouvernement et commission. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 186, exprimé 185, majorité 93, pour 157, contre 28. L'Assemblée a adopté. Restez à vos places. Nous mettons aux voix l'article 27 en scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 174, exprimé 156, majorité 79, pour 150, contre 6. L'Assemblée a adopté. Nous passons aux voix en scrutin public de l'article 27 bis. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 183, exprimé 95, majorité 48, pour 93, contre 2. L'Assemblée a adopté. Nous en venons à l'article 27 ter, avec une discussion commune. L'amendement 1028. Monsieur Ray.
Oui, merci Monsieur le Président. Peut-être avant d'aborder l'amendement que j'ai déposé à titre personnel, revenir sur cet article 27 ter qui vient du Sénat, qui est intéressant et qui vise notamment à lutter fiscalement contre la vacance des logements. Donc le Sénat, pour rappel, a fusionné la taxe logement vacant, qui concerne des villes de plus de 50 000 habitants en zone tendue, et la taxe d'habitation logement vacant, qui concerne des communes de plus faible population. Donc en zone tendue, la THLV s'appliquerait automatiquement. Les communes pourraient également délibérer pour majorer le taux de THLV par une majoration de la THRS. Et en zone non tendue, la THLV resterait facultative et il n'y aurait aucune possibilité de majoration spécifique du taux, pour ces zones non tendues. Donc, moi, je considérais, et je le considère toujours, que l'article du Sénat a une limite, c'est qu'on ne peut pas différencier la taxation dans les zones non tendues entre les logements vacants et les logements résidences secondaires. Cet article, effectivement, ne permet toujours pas de différencier clairement le niveau de taxation entre les logements vacants et les logements occupés à matière temporaire. Et c'est vraiment, on rate un petit peu l'objectif. Donc, j'en viens à mon amendement. Mon amendement était différent. Moi, je ne touchais pas à la taxe logement vacant qui concerne les grandes villes. Je donnais simplement la possibilité aux communes qui sont hors TLV, donc des communes plutôt moyennes ou rurales, pour lutter contre la vacance des logements, de créer une taxe communale de logements vacants, distincte de la taxe d'habitation résidence secondaire, parce que je vous rappelle, chers collègues, qu'aujourd'hui, c'est la même chose, THRS et THLV, c'est le même taux. Donc on dit que les communes ne peuvent pas taxer plus les logements vacants que les résidences secondaires, alors que les gens qui sont sur des résidences secondaires apportent un bénéfice à la vitalité de nos communes, notamment des communes rurales. Donc moi, je donnais la possibilité, par cette taxe locale communale de logements vacants, de majorer la taxe d'habitation résidence secondaire pour avoir un vrai effet incitatif pour lutter contre la vacance des logements. Merci, monsieur le député. Un amendement faisant l'objet de sous-amendements, le 3460, madame la ministre. Alors, c'est une version un peu différente pour traiter d'un sujet connexe. L'amendement du gouvernement, il vient de très nombreux échanges que j'ai pu d'ailleurs avoir moi-même avec un certain nombre d'élus de très grandes métropoles. Et je vois qu'il y a beaucoup d'amendements de monsieur Grégoire, de Paris, mais aussi de villes de toutes couleurs politiques qui aujourd'hui font face à une pénurie de logements pour les habitants, parce que beaucoup sont soit vacants, soit occupés occasionnellement, soit loués pour des locations de très courte durée. Et donc, pour simplifier les choses et surtout redonner une forme d'autonomie aux maires, et ce n'est pas qu'une question d'élection municipale, mais c'est un bon principe, de proposer que la taxe sur les logements vacants, qui n'est applicable qu'en zone tendue et qui est affectée à l'État, soit fusionnée avec la taxe d'habitation sur les locaux vacants, qui, elle, est applicable en zone non tendue, et qui est affectée aux collectivités locales et qui est à leurs mains. Et qu'on se dise, voilà, on arrête d'avoir ces deux outils, on en fait un seul, à la main des collectivités, pour que ce soit des ressources pour les collectivités, ce qui veut dire que l'État renonce à une recette qui lui allait jusque-là maintenant, et on donne un pouvoir de taux renforcé pour ce nouvel outil, pouvoir de taux qui serait évidemment plafonné, parce que le but n'est pas d'arriver à avoir des fiscalités qui deviennent confiscatoires. Donc la proposition, elle est assez simple, simplifiée, et avoir un outil fiscal pour le bloc communal, décorréler la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui est un autre sujet, qui soit vraiment lié à la vacance, et qui puisse d'ailleurs différencier le traitement des résidences secondaires et des logements vacants, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Dans la vie quotidienne, on voit bien que d'ailleurs, ça ne pose pas les mêmes problématiques. Et donc, on vous propose un outil de taxe d'habitation résidence secondaire intouché et une fusion de ces deux outils complexes. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Je vous informe que sur le vote de cet amendement, le 3460, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République et la France Insoumise d'une demande de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Les sous-amendements, le 3531, monsieur Peu. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à
à aller dans le sens de l'amendement du gouvernement, mais en le renforçant, en s'appuyant notamment sur la situation en zone tendue auquel a fait référence la ministre. Mais je vais vous donner juste 2 chiffres. Sur Paris, c'est près de 10% des habitations qui sont vacants. Je ne parle pas des résidences secondaires. C'est-à-dire on est à près de 130 000 logements vacants. Il y a par ailleurs 90 000 résidences secondaires et vous avez 25 000 habitations détournées de leur usage par des locations Airbnb. Donc tout ça représente un volume considérable. Si on prend l'Île-de-France, c'est 400 000 logements qui sont vacants, donc 7% du parc total. Donc on est quand même sur des volumes considérables. C'est la raison pour laquelle, avec ce sous-amendement, nous proposons d'aller dans le sens de l'amendement du gouvernement, mais en renforçant la taxe sur les logements vacants et en sécurisant la dissociation auquel nous souscrivons entre la taxe sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants qui, effectivement, ne participent pas tout à fait de la même logique. Merci, Monsieur le Président. L'amendement 3538. Allez-y, chers collègues. Monsieur Chanis. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il s'agit là d'un sujet important, porté de longue date par notre groupe, mais pas que, aussi par les collectivités locales et par nos élus locaux qui le réclament depuis longtemps pour pouvoir lutter correctement contre la vacance. Je crois qu'on peut tous être d'accord sur la nécessité aujourd'hui de partir à la reconquête des logements vacants pour pouvoir permettre à nos concitoyens de se loger dignement et durablement partout sur les territoires face justement à la raréfaction du logement auquel la vacance participe. Le Sénat a voté une version qui est effectivement pas très ambitieuse. Madame la ministre, vous nous proposez un amendement quelque peu plus ambitieux que celui du Sénat, mais que nous trouvons encore insuffisant. Et c'est pour ça que nous avons fait un certain nombre de sous-amendements qui reprennent notamment l'amendement 2133, qui est, lui, est ambitieux, utile, efficace, et que nous pourrions d'un seul élan voter pour éviter cette cascade de sous-amendements, mais que je vais quand même présenter. Le premier, si vous le permettez, Monsieur le Président, je vais les faire ensemble. Le premier, défendu également par Stéphane Peu, vise effectivement à relever les plafonds de façon progressive en fonction de la durée de détention par les propriétaires, en fusionnant la THLV et la TLV, mais aussi de délier les taux entre cette nouvelle taxe sur la vacance et les taux de la THRS. C'est un vieux débat aussi sur la taxe foncière qu'on pourra ne pas avoir malheureusement plus tard du fait de l'entonnoir, mais il s'agit, en créant ce nouveau dispositif, de ne pas créer cette liaison des taux. Le 35-33, lui, ne vise qu'à relever les plafonds de façon progressive. Le 35-34 de relever les plafonds d'une façon un peu moins ambitieuse, quelque part en replique le 35-33. Le 35-35, c'est les plafonds pour la vacance prolongée. On considère que plus un propriétaire laisse son logement vacant, plus il est légitime que la municipalité ou la collectivité puisse relever le plafond. Le 35-36 est une forme de rédactionnel pour améliorer le dispositif. Et enfin, le 35-37 vise, lui, à délier les taux comme exposé au niveau du 35-38. S'il n'est pas adopté, je crois que j'étais assez synthétique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Le 2138, qu'il défend, Monsieur Chanis, toujours. Oui, le 21-38, il s'agit ici d'aller encore plus loin. C'était un amendement qui avait été adopté lors de la lecture au mois de décembre, qui vise à aller au-delà de la nouvelle taxe vacant avec une contribution unifiée réunissant à la fois la THLV, la TLV et la THRS. Merci, Monsieur le député. Le 21-33. C'est toujours moi, Monsieur le Président. C'est celui que j'appelais le mieux écrit de tous les amendements que nous débattons jusqu'ici, qui vise à fusionner, comme on l'a dit, la THLV et la TLV, avec une majoration progressive en fonction de la durée de détention et des taux un peu plus importants que ceux proposés par le gouvernement. Et je vais présenter le 21-34, si vous le souhaitez, Monsieur le Président, et j'en aurai fini. Il s'agit d'un amendement de repli au 21-33, dans la même idée de fusion des deux, d'une progression en fonction de la durée de détention. Et je nous appelle les uns et les autres à voter ce dispositif pour donner des outils à nos élus locaux pour lutter contre la vacance et loger nos concitoyens dignement et durablement. Merci beaucoup, Monsieur le député, d'avoir tout défendu en moins de 3 minutes. Merci. Monsieur le rapporteur, sur tous ces amendements et sous-amendements.
Oui, merci Monsieur le Président. Je vais effectivement vous donner les avis sur les différents sous-amendements et amendements. Un petit retour sur les travaux de la Commission. Mon amendement 1028 avait été rejeté, tout comme un amendement de Philippe Juvin qui est proche de celui du gouvernement. Et la Commission ne s'était pas prononcée sur tous les autres amendements et sous-amendements, évidemment. Revenons sur le sujet de cet article que j'ai abordé tout à l'heure déjà, mais je veux repréciser les choses. Effectivement, la version du Sénat a des avantages et des inconvénients. C'est vrai qu'elle simplifie. Elle fusionne la taxe sur les logements vacants affectée à l'État et la taxe d'habitation sur les logements vacants affectée au bloc communal. Mais on a ce problème que cette version que le Sénat a adoptée supprime la capacité à différencier la taxation des logements vacants de celle des résidences secondaires, ce qui est assez illogique puisqu'il faut lutter contre la vacance des logements. Et aussi, haute difficulté dans sa rédaction, cet article reprend la durée de vacances propre à la TLV qui est que de 1 an et on risque que de nombreux contribuables dont les logements sont situés notamment en zone non tendue, rurale, seraient redevables d'une taxe après une seule année de vacances contre 2 ans aujourd'hui pour la THLV. 1 an, c'est assez court, donc il y a, je pense, intérêt à réécrire ou modifier l'article pour autant intéressant du Sénat. Donc je serai évidemment favorable à l'amendement que j'avais déposé, qui règle en partie le problème, même fortement le problème, puisqu'on peut, avec cette création de taxes communales sur les logements vacants, plus taxer les logements vacants que les logements en résidence secondaire, ce qui est une limite aujourd'hui. La seule chose que mon amendement ne fait pas, c'est qu'il ne fusionne pas la TLV et la THLV. Et même si je continue à soutenir mon amendement, c'est vrai que la fusion a son intérêt, car il est effectivement assez paradoxal qu'aujourd'hui, le produit de la TLV, je vous rappelle, pour les communes de plus de 50 000 habitants en zone tendue, vont à l'État. C'est dommage. C'est un produit local, c'est une anomalie, je pense, de l'histoire fiscale de notre pays. Donc c'est vrai que je crois que ça va dans le bon sens, que le produit de la TLV, et donc dans la future, peut-être, si on le vote, taxe fusionnée, aille au bloc communal et non plus à l'État. Donc, donc j'aurai un avis aussi favorable sur l'amendement du gouvernement qui est équilibré, qui corrige les limites du texte Sénat pour mieux taxer, plus taxer les logements vacants par rapport aux résidences secondaires. Sur les sous-amendements, ils sont nombreux, je m'émettrai des avis défavorables parce qu'effectivement, je trouve que l'amendement du gouvernement est assez équilibré. Il faut effectivement toucher la fiscalité avec prudence en la matière. Monsieur Peu augmente les taux maximum de la taxe unifiée en zone tendue jusqu'à atteindre 100% de la 3e année d'imposition, ce qui paraît exagéré. Le 35, 33 et 35, 35 de monsieur Kérégoire, défendu par monsieur Chaniz, augmente les taux maximum en zone tendue jusqu'à atteindre 100% la 3e année. Même chose pour le suivant, mais 70, c'est un amendement de repli. Voilà pour toutes ces raisons. Même chose pour les amendements suivants. Enfin, je reviens aux amendements supplémentaires, 2138, 2133, 2134. Ce seront effectivement des avis défavorables que j'émettrai pour les mêmes raisons. Effectivement, l'amendement du gouvernement est plus équilibré, puisqu'en fait... oui, mais je pense qu'il faut aussi aller progressivement dans cette réforme qui est déjà ambitieuse de cet article. Et je trouve que l'amendement du gouvernement améliore grandement, en tout cas, la version du Sénat. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, sur ces amendements et sous-amendements. Bon. Alors, peut-être clarifier quelques éléments. Aujourd'hui, les taux maximum appliqués sur les bases locatives connues en zone tendue par donc la TLV, c'est 17% la première année, 34% la 2e année. L'amendement du gouvernement propose de passer à 30 et 60. Donc on fait doubler les taux directement en zone tendue. Bon. Et vous aurez tout loisir chaque année de revoir les plafonds si l'efficacité de la mesure n'était pas acquise.
Pour les zones non tendues, on passerait à un plafond à 50%. Aujourd'hui, dans la réalité, les taux sont liés à la THRS au niveau local dans les zones non tendues et donc je n'ai pas la même clarté des plafonds nationaux, mais 50% de plafond, c'est déjà substantiel. Par l'amendement du gouvernement que nous proposons, c'est 300 millions d'euros que l'État collectait sur les locaux vacants en zone tendue qui vont être dévolus aux collectivités en tenant compte du doublement de taux. Donc c'est quand même 300 millions d'euros pour les collectivités du fait de la vacance. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de vacances. Donc le but, c'est qu'à un moment donné, ça s'éteigne, mais à très court terme, c'est ça qui va se passer. Donc dans ce contexte, je crois que je vais en rester à l'amendement du gouvernement et donc je suis défavorable aux autres propositions. Je vous remercie. Et Monsieur Chani, juste, votre amendement 2134, vous dites il est bien écrit. Il propose quand même d'avoir des taux qui peuvent monter jusqu'à 200%, 33, quand on est multipropriétaire sur le territoire. Je comprends l'intention. Pour la DGFiP, extrêmement difficile à mettre en œuvre, vous imaginez, parce qu'il faut que chaque année on compte ce qui est vacant, ce qui n'est pas vacant, combien on en a, et qu'on module en plus les taux qui vont aux collectivités. Donc je pense que l'idée, je la comprends, la mise en œuvre, je ne sais pas la faire, donc je préfère vous dire franchement, ne nous lançons pas dans des usines à gaz. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Falcone. Oui, merci Monsieur le Président. Alors je voudrais dénoncer un petit peu le mythe de la vacance parce que vous nous expliquez finalement, enfin je reprends les mots de la gauche, que les logements seraient massivement vacants dans les grandes villes. Mais c'est complètement faux. Je voudrais rebondir notamment sur les chiffres qui ont été communiqués par la ville de Paris via la PUR, son agence d'urbanisme. Il nous expliquait il y a quelques jours qu'il y avait 262 000 logements vacants à Paris. C'est complètement faux. La vacance pure, c'est à peine 1,3% de ces logements. C'est 18 000 logements et pas 262 000 parce que vous mettez dans tous ces logements vacants, vous mettez les résidences secondaires et les résidences qui sont occasionnellement occupées. Donc déjà, je pense qu'il faudra avoir l'honnêteté de dire la vérité et d'arrêter de masquer votre échec de la politique du logement en ville en disant que c'est la faute de la vacance. Donc vous pourrez augmenter les taxes autant que vous pourrez, vous ne changerez rien à cela, c'est absolument résiduel. La vacance, c'est absolument pour des situations très précises comme la mise en vente ou la location, régler une succession, un usage futur, enfin c'est vraiment peanuts quoi. Et puis un autre sujet qui va s'imposer, c'est également les contraintes DPE qui vont faire monter la vacance dans les grandes villes. Bah oui, à Paris, c'est 15% des logements qui sont classés F ou G. Donc attention, n'augmentons pas de façon excessive la fiscalité sur les logements vacants à Paris, ça ne va pas vous rapporter grand-chose, mais revoyez les choses à la base. Essayez de comprendre pourquoi les logements sont vacants. Parce que quand le prix du mètre carré est à 10 000 €, vous imaginez bien que les propriétaires ne vont pas laisser indéfiniment des logements vacants à ce prix-là. Voilà, c'est simplement pour vous ramener un petit peu à la réalité, chers collègues. Merci. Merci, monsieur le député. Madame Harriguet. Merci Monsieur le Président. Nous ne sommes pas défavorables par principe à cet amendement gouvernemental, enrichi qu'il pourrait être des amendements de Monsieur Peu et de Monsieur Echaniz. Mais par contre, j'ai quand même quelques questions à vous poser, Madame la Ministre, et notamment par rapport à ce que vous avez dit sur les promesses d'une affectation du produit aux collectivités locales et sur la mise en œuvre de ce dispositif. Parce que, à part me contredire, la mise en œuvre du dispositif, le fait générateur de l'impôt de la THLV, de la TLV et donc demain de la taxe fusionnée, c'est le 1er janvier. Or, nous sommes le 14. Et donc cela veut dire qu'en fonction de cet élément, eh bien, votre réforme, si elle devait être mise en œuvre, ne pourra être mise en œuvre qu'au 1er janvier 2027. Et donc les effets pour les collectivités locales et leur budget ne jouaient que pour 2027. Si je me trompe dans mon analyse, merci de me le préciser. Merci Madame la députée. Madame Dalloz. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a une réalité dans l'amendement du gouvernement. Il va prendre en considération à la fois les logements résidences secondaires et à la fois les logements vacants. Je vous pose je trouve que dans votre amendement, Madame la Ministre, il y a une donnée sur laquelle vous n'avez pas insisté, mais qui est la cause de la vacance. Je vous donne un exemple précis. J'ai une personne âgée, j'en ai pas qu'une, qui habite une petite commune rurale, qui a une grande maison, qui avait des appartements dans le passé locatifs dedans, 2 appartements locatifs, qui est dans l'incapacité financière de les remettre à niveau, parce qu'ils ne sont plus du tout ni aux normes en termes d'isolation, en termes de chauffage, en termes même de portes et de fenêtres.
Donc il ne peut pas les mettre aux normes, sauf qu'il est taxé sur des logements vacants. Non, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, la commune l'a mis en logement vacant. Et je pense que ça, c'est une profonde erreur et qu'il faut donner la capacité aux communes de décider ou pas de le basculer en logement vacant ou de l'exonérer et puis de faire en sorte qu'il y ait une fiscalité différente. Par contre, je trouve que votre taux de fiscalité le taux marginal est relativement élevé, Madame la Ministre. Alors, j'ose espérer que toutes les communes seront raisonnables et n'iront pas à ce niveau-là, mais je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux et sortir de cette confusion qui fait qu'on est dans le mélange résidence secondaire et logement vacant. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est bien ça, oui. Oui, c'est pas fusionné, c'est bien ce que je dis. Et moi, je suis farouchement opposé à la fusion. Donc, je soutiens largement votre amendement. Merci, Madame la députée. Monsieur de Courson. Je pense que l'amendement du gouvernement va dans la bonne direction, mais j'ai quelques questions à vous poser sur l'application. Qu'est-ce qu'un logement vacant? Alors, vous le dites implicitement dans les exclusions. Si j'ai bien compris, c'est un logement qui n'est pas occupé pendant plus de 90 jours par an. Vous me dites, hein, si j'ai bien compris. Si tel est le cas, comment vous distinguez la résidence secondaire et le logement vacant? J'ai un exemple extraordinaire dans ma circonscription. Vous vous souvenez tous de Karl Lagerlöf. Il avait acheté un château. Il achetait des châteaux comme ça. Il y venait jamais. Non, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Vous pouvez payer, c'est pas le problème. Mais qu'est-ce que c'était? C'était une résidence secondaire ou un logement vacant? Donc, est-ce que l'administration fiscale est capable de répondre à cette première question? Deuxième question, vous dites dans les exceptions, dans le deuxièmement, les logements dont la vacance est indépendante de la volonté du contribuable. Alors, moi j'ai des cas, c'est les personnes âgées en EHPAD qui ont gardé leur ancien logement. Alors c'est quoi? C'est une résidence secondaire ou c'est un logement vacant? Vous voyez, on a beaucoup de problèmes concrets de définir ce que c'est qu'un logement vacant par rapport à une résidence secondaire. Il suffit pour éviter la taxation du logement vacant, il suffit de dire que c'est une résidence secondaire. On passe la THRS et on compare les deux. Vous voyez, donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la mise en œuvre pratique de l'amendement gouvernemental? Merci, monsieur le député. Monsieur Echaniz. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit ici de redonner la liberté au territoire, et je précise au territoire, pour répondre à Monsieur Falcon. Je crois que je n'ai pas cité une seule fois Paris dans la défense de mes amendements, parce qu'il s'agit effectivement de permettre à des communes partout en France qui subissent la vacance, qu'elles soient des villes, des centres urbains ou des territoires ruraux, de pouvoir agir. Nombreux sont les maires issus de territoires ruraux qui sont désemparés face à la vacance, effectivement, qui touche la ruralité. Donc c'est de leur donner un outil efficace. Madame la Ministre, je pense que justement dans cette liberté des territoires, on peut être un peu plus ambitieux par les taux, effectivement, en faisant confiance aux maires. Et ce sont des plafonds. Ils ne seront pas obligés d'aller jusqu'à ce niveau de plafond, mais ils pourront juger en fonction de la situation propre à chaque territoire de fixer le taux qu'il convient pour pouvoir être incitatif et inviter les propriétaires soit à vendre, soit à remettre en location longue durée. Donc il y a la nécessité d'aller plus loin. Et puis, bien sûr, il y a la question de la progressivité en fonction de la durée de détention du bien qui est parfois laissé à l'abandon parce que ça ne coûte rien et que, quelque part, avoir une incitation plus importante permettrait parfois aussi de régler plus vite des situations de succession ou de personnes qui n'ont pas envie de s'en occuper ou qui sont effectivement multipropriétaires, qui n'ont pas besoin des revenus fonciers locatifs pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc il faut remettre du logement sur le marché. Cette taxe y participe. Merci, monsieur le député. Monsieur le président Peu. Oui, merci Monsieur le Président. Alors Monsieur Echaniz n'a pas cité Paris, donc je vais m'en charger. Juste pour rectifier par rapport à ce que disait Monsieur Falcon, parce que on peut prendre les chiffres de la PUR ou je ne sais quel organisme, on va prendre celui qui devrait normalement nous mettre tous d'accord, c'est les chiffres de l'INSEE. Dans les chiffres de l'INSEE, c'est simple, hein.
Paris, c'est 262 000 logements inoccupés. Et parmi eux, 128 000 vacants, 86 000 en résidence secondaire et 25 000 en Airbnb. Voilà le décompte exact fait par l'INSEE, qui sert d'ailleurs de base ensuite pour les taxes. Et si on ajoute, en étant à l'Île-de-France, les logements vacants, c'est 400 000. Alors bien sûr, il y a plein de situations particulières, mais qu'on arrive à traiter localement. Mais enfin, dans sa masse, en tout cas, c'est vrai en particulier à Paris, dans sa masse, ce sont surtout des logements qui sont détenus par soit des institutions, soit par des multipropriétaires et qui considèrent ça comme un avoir immobilier et qui ne veulent pas s'enquiquiner avec la gestion. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faut quand même les inciter à les remettre sur le marché et à loger les gens qui doivent être logés. Voilà. Donc, c'est quand même une mesure de bon sens. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais venir en soutien de l'amendement du gouvernement à l'exclusion des sous-amendements. D'abord parce que c'est une demande des collectivités territoriales qui est satisfaite là. C'est une mesure de simplification avec la fusion de ces deux taxes, donc ça va vraiment dans le bon sens. C'est effectivement une recette supplémentaire pour les collectivités territoriales, donc là aussi ça devrait tous nous réunir. Cependant, on a déjà depuis un certain nombre d'années permis l'augmentation des taux et de mémoire, à chaque fois qu'on augmentait ces taux, on n'avait pas d'effet très important sur la vacance à proprement parler des logements. On avait un rendement qui a augmenté, mais on n'avait pas de baisse de la vacance pour les raisons qui ont été expliquées par un certain nombre de mes collègues, qui sont que quelquefois, il y a des forces un peu majeures qui font que les propriétaires ne sont pas en capacité de céder ou d'aménager ces logements. Donc attention à ne pas aller trop loin. Il est important de mettre une pression sur les propriétaires pour qu'il y ait moins de logements vacants, mais il ne faut pas que ce soit punitif. Donc je pense que l'amendement du gouvernement va vraiment dans le bon sens, mais n'allons pas trop loin. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, vous voulez reprendre la parole? Plusieurs questions qui montrent qu'on est là dans un sujet important. Première question sur cette histoire de fait générateur, 1er janvier. Bon, en fait, depuis le départ, cette fusion a vocation à s'appliquer effectivement en 2027, puisqu'il faut que les collectivités délibèrent avant le mois d'octobre. Donc ça laisse l'année 2026 pour que chaque commune réorganise ses taux THRS d'un côté, nouvelle taxe sur la vacance de l'autre, en définisse du coup le fonctionnement, là où elle se place par rapport au plafond, et le fait générateur, c'est le 1er janvier 2027. Si nous avions eu un budget dans les temps avant le 31 décembre, ça aurait aussi été pour 2027. Si, parce que c'est un sujet. Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Vous en aviez parlé. Je dois dire que je l'ai poussé au Sénat. Je ne l'avais pas mis en première lecture, c'est vrai. Mais il a été introduit au Sénat. Et je dois dire que c'est un sujet sur lequel je travaille toute l'année. Donc, ce n'est pas une surprise du chef. Monsieur Chanis, d'ailleurs, sait que l'on avait discuté de certains sujets et avec un certain nombre notamment d'élus communistes d'un certain nombre de territoires, mais pas que communistes. Voilà, ce n'est pas un sujet, vous voyez, qu'on a sorti là in extremis. Ça prend un peu de temps de bien l'écrire. Deuxième élément, la vacance volontaire ou involontaire, Madame Dalloz. Il est bien précisé dans l'article que si la vacance est involontaire, il suffit de préciser à la DGFiP les raisons qui amènent à ce que ce bien ne puisse pas être occupé, je vais y revenir, eh bien, évidemment, il n'y a pas d'application à la taxe. Enfin, Monsieur de Courson, au fond, c'est quoi un logement vacant? Vous avez toute une jurisprudence, vous avez des BOFIP. Bon, en fait, à la fin, c'est un local qui est habitable et qui n'est pas meublé. Et quand, en fait, c'est habitable et meublé, et que ce n'est pas occupé 90 jours par an, alors c'est vacant. Voilà la définition. Mais un local habitable non meublé est vacant, et un local habitable, meublé et pas occupé 90 jours par an est aussi considéré comme vacant. Donc il y a une définition assez simple. La majorité des locaux vacants, c'est les locaux habitables non meublés. Et une résidence secondaire, c'est un local qui est occupé avec un certain nombre de critères qui sont une autre jurisprudence. Je serais ravi de vous la partager. Je crois qu'il faut que nous avancions dans ce débat, puisque je sens quand même un très grand soutien à l'amendement gouvernemental et je vous en remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Mattei.
Oui, je voudrais venir en soutien à l'amendement et sans tenir compte des sous-amendements du gouvernement. Simplement, il va y avoir des conséquences. Parce qu'il y a beaucoup d'indivisions qui ne sont pas réglées et qui entraînent la vacance. Et il faut qu'on réfléchisse pour savoir quelles seront les structures pour pouvoir acquérir certains biens. Parce qu'il y a des biens qui sont invendables quasiment. Donc on va se retrouver confronté à une population qui dira « moi le bien je vous le donne, j'en veux plus ». Et donc, il faut qu'on mette en face des outils pour les collectivités au niveau local pour organiser des rachats à un prix qui pourrait être presque l'euro symbolique dans certains cas parce que ça coûte plus cher que de garder le bien. Donc, il faut bien mesurer les conséquences de ce type d'amendement par rapport à, je dirais, à ce que ça peut avoir comme répercussion pour les propriétaires qui souvent subissent une vacance parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Voilà. Merci, monsieur le député. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 1636, sur l'article 27 ter et l'article 27 quater, je suis saisi par le groupe La France Insoumise Ensemble pour la République de demande de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous allons pouvoir passer au vote de ces amendements et sous-amendements. D'abord, l'amendement 1028, avec un avis favorable de monsieur le rapporteur, mais rejeté en commission, et défavorable du gouvernement. C'est à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Là, d'abord, les sous-amendements. Alors, les sous-amendements. À main levée. D'abord le 35-31. Double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 35-38. Il était identique. L'amendement 35-33. Double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 35-34. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 35-35, même avis, même vote. 35-36, même avis, même vote. 35-37, même avis, même vote. Je reviens donc à l'amendement du gouvernement ainsi rédigé. C'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 191, exprimé 191, majorité 96, pour 190, contre 1. L'Assemblée a adopté. Ça fait tomber le reste, hein? Oui. Donc, l'article est ainsi rédigé, tout le reste tombant. Nous en venons à l'article 27 quater qu'on met aux voix. En scrutin public, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Merci. Votant 183, exprimé 180, majorité 91, pour 180, contre 0. L'Assemblée a adopté. Article 27 quinquies. Le 34-84, Madame la Ministre. Le 27 quinquies, il y a un scrutin public aussi? Ah oui. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'une harmonisation, simplification pour que la fiscalité des terre-pleins et des zones portuaires se fasse, si je résume, au mètre linéaire et pas parcelle par parcelle. Sinon, c'est un travail de titan qui amène à énormément de délais dans la mise en œuvre d'un article de loi. Donc pour le rendre applicable, il nous faut simplifier la méthode. Simplement que comme nous sommes en janvier, il faut que je change le fait générateur et effectivement l'entrée en vigueur. Donc c'est un amendement technique, on peut dire quasiment rédactionnel. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sera un avis très favorable puisqu'effectivement nous corrigeons les effets du non-vote du budget avant le 31 décembre et effectivement cet amendement corrige effectivement cela et notamment évite des effets rétroactifs défavorables aux contribuables. Donc avis très favorable.
Merci. Je mets aux voix cet amendement avec un double avis favorable à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 27 quinquies ainsi rédigé. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 1191 et identique et l'amendement 1624, je suis saisi par le groupe La France Insoumise et Ensemble pour la République de demande de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée. Article 27 sexies. Le 1191, Monsieur Le Fur. Défendu. Je vous remercie. Le 2742, Monsieur Michou. Merci, Président. Il s'agit dans cette proposition de supprimer une taxe sur les assurances. Cette évolution de taxe représentera 200 millions d'euros qui devront être payés à nouveau par les automobilistes. Les automobilistes, c'est la vache à lait de l'État. Seulement, la vache à lait elle commence à avoir mal au pied, qui dirait. Malheureusement, l'automobile est en train de mourir sous nos yeux. Bientôt, vous n'aurez plus rien à traire du tout quand il y aura pratiquement plus de voitures. Lorsque ça bouge, on taxe. Quand ça bouge encore, on réglemente. Et quand ça bouge plus, on subventionne. Alors véritablement, il y a un problème aujourd'hui avec l'automobile puisqu'il y a eu 200 000 immatriculations en moins cette année qui représentent un chiffre d'affaires d'à peu près 10 milliards d'euros, qui représente là-dessus 2 milliards de TVA. Vous continuez à taxer les voitures. Les gens ne veulent plus les acheter parce qu'elles sont trop chères, tant à l'achat qu'à l'utilisation. Mais au fur et à mesure du temps que vous allez continuer à taxer, les voitures vont devenir des produits de luxe que plus personne ne pourra s'acheter. Donc nous, on est contre ces augmentations de taxes d'une manière générale et donc nous voterons contre cette augmentation de taxes sur les assurances qui sera répercutée sur les automobilistes. Merci. Merci, Monsieur le député. Le 2908 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements de suppression. Donc, je rappelle déjà que la commission avait rejeté les amendements de suppression. Ces amendements visent à éviter la hausse de la TSCA, effectivement, même si je dirais l'intention peut être bonne puisque ça vise à financer nos SDIS, évidemment, mais effectivement, il y a une augmentation de la TSCA qui va se répercuter sur les contrats d'assurance qui ont déjà fortement augmenté. Je pense qu'il faut peut-être trouver d'autres solutions de financement de nos SDIS. Pour toutes ces raisons, à titre personnel, j'émettrai un avis favorable à ces amendements. Merci. Madame la ministre. Avis favorable également. On n'a pas besoin de rajouter, je crois, des taxes sur tous les automobilistes qui, en l'occurrence, n'ont aucun fait générateur. Ils sont juste assurés. Et je rappelle que cette taxe viendrait financer les SDIS, ce qui avait été alimenté, mais on a déjà des fractions de TSCA qui ont augmenté de 6 à 7% en 2025, puisqu'en fait, on est déjà sur des hausses qui sont entre guillemets tendancielles, donc je crois qu'on n'a pas besoin d'en rajouter, donc je suis favorable à l'amendement, donc aux amendements qui sont actuellement dans la discussion commune. Merci Madame la Ministre. Je vous informe que sur le vote de l'article 27 septies, sur le vote de l'amendement 1619 et l'amendement 1621, je suis saisi par les groupes France Insoumise et Ensemble pour la République de demande de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Sur cet amendement, Monsieur Lecoq. Merci. Monsieur le Président, je trouve absolument incroyable qu'une partie de la droite, de l'extrême droite et du gouvernement se mettent ici d'accord pour supprimer un article qui permet de donner plus de moyens en réalité à nos pompiers. Parce que vous pouvez nous expliquer que vous avez augmenté une part d'affectation de taxes, mais vous oubliez de dire que dans le dernier budget, celui de 2025 par rapport à 2024, vous avez baissé les moyens de la protection civile d'environ 4,5%. Et ensuite, ce sont les mêmes
même gouvernement, droite et extrême droite comprises, qu'on voit débarquer l'été venu, verser de grosses larmes sur les feux de forêt, nous expliquer qu'il faut soutenir les pompiers, qu'il faut y mettre plus de moyens et qui, budget après budget, rabote les dotations qui sont faites aux départements qui aujourd'hui sont tous dans une situation financière où ils sont pris à la gorge, où ils n'arrivent pas à financer les pompiers et qui baissent les budgets de la protection civile. Alors, assez d'hypocrisie, un peu de courage. Oui, ce sont les taxes sur les assurances qui financent les SDIS. Alors, mettons-les à un niveau qui permette de financer correctement nos pompiers à un moment où le réchauffement climatique crée des dérèglements où nous avons bien besoin d'eux. Merci, Monsieur Lecoq. Monsieur Courson, vous êtes pour ou contre? Collègues, l'article du Sénat comporte deux parties. La première partie, c'est l'augmentation du taux de 18 à 19%. Mais il y a une deuxième partie qui est d'augmenter la part qui est versée au département et sur lequel on pourrait demander au département d'essayer de faire un effort s'ils touchent 200 millions supplémentaires pour leurs SDIS, dont beaucoup sont en grande difficulté. Et c'est l'amendement de Madame Louwagie. Donc si nous votons les trois premiers amendements, eh bien l'amendement Louwagie tombe. Et donc, l'intérêt de l'amendement de Madame Louwagie, c'est qu'on n'augmente pas le taux de la taxe, mais on modifie sa répartition. Et donc, c'est pour ça que je suggérerais aux collègues de voter contre les trois premiers amendements, les deux premiers, pardon, et de se rallier à l'amendement de notre collègue Louwagie. Merci, Monsieur le député. Madame Rigol. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je vous prends en mot. Vous nous dites « trouvons d'autres moyens de financer nos pompiers, nos services d'incendie ». Alors, moi, j'ai une petite interrogation parce que ce soit en première lecture, que ce soit en commission, que ce soit en hémicycle, on vous a proposé d'autres modes de financement que vous avez tous refusés. On vous a proposé de passer par la taxe d'habitation, on vous a proposé d'autres façons de ventiler sur les assureurs, on vous a proposé d'autres ventilations de la TSCA et systématiquement vous votez contre. Donc en fait, monsieur le rapporteur, chers collègues porteurs de ces amendements, ce que vous voulez, c'est diminuer les dotations à la sécurité civile. Vous voulez diminuer les dotations aux pompiers, vous voulez empêcher d'acheter de nouveaux Canadair, vous voulez empêcher d'acheter de nouveaux pompes lorsqu'il y a des inondations. Parce que si ces amendements passent, c'est exactement comme ça que ça se traduira. Et lorsqu'en partie 2, nous arriverons à vos amendements, messieurs du RN, qui proposent d'investir dans plus de moyens pour les pompiers, vous viendrez nous expliquer comment est-ce que vous avez fait pour faire tomber des millions pour la sécurité civile et après réclamer plus d'argent. Aucune cohérence. Merci Madame la députée. Monsieur Delépinaud. Oui, merci Monsieur le Président. Les larmes de l'extrême gauche me permettent de rappeler avec une certaine ironie le fait que nous avions déposé un amendement pour rééquilibrer en fait la répartition entre les départements et la CNAF. Et d'ailleurs, je me souviens, Madame la Ministre nous avait dit « Ne faites pas ça parce que ça va alourdir, on va dire, le coût des retraites. » Donc c'est à cette occasion qu'on a appris que ce qui va normalement aux familles va aux retraités. Hein, c'est l'échange qu'on avait eu, Madame la Ministre. Mais toujours est-il que l'extrême gauche n'avait pas voté cet amendement. Or, ce rééquilibrage entre la part CNAF, où en fait on l'a diminué, puisque, et là je reprends vos termes, Madame la Ministre, baisse de la natalité, donc le poids des familles, entre guillemets, au sein des allocations familiales est moindre, on augmentait mécaniquement la part des départements, lesquels départements restent libres dans l'utilisation de la part qui leur revient au titre de cette taxe. Et ensuite, les pompiers, en fait, les pompiers ne vous aiment pas, l'extrême gauche. Il faut le savoir. Donc, n'essayez pas de vous rattraper. Les pompiers ne vous aiment pas. Eh bien, on avait, par le mécanisme à taux constant, la possibilité d'améliorer la situation des SDIS. Mais une fois de plus, par votre dogmatisme aveugle, vous l'aviez rejeté. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la situation que nous connaissons. Bravo. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux juste dire que quand on taxe les assurances, en fait, on taxe les Français qui payent des primes d'assurance. Et
Et je tiens à vous dire que c'est assez clair. Quand vous prenez une mesure fiscale à ce moment de l'année, sans concertation, telle que ça a été proposé, il n'y a pas de doute qu'à la fin, c'est répercuté dans les prix. Donc arrêtons d'imaginer qu'il y a des impôts qui, à la fin, vous savez, taxeraient des choses qu'on ne connaît pas, qui ne taxeraient des Français qui n'existent pas, qui taxeraient des clients qui n'existent pas. Donc, je tiens à dire, a-t-on un enjeu de financement des SDIS? Oui. A-t-on un enjeu de financement de la sécurité civile? Oui. Avez-vous regardé en commission à minima ce qui est proposé par le ministère de l'Intérieur pour financer ces éléments, notamment de sécurité civile, d'équipement, de Canadair, de lutte contre les incendies? Oui. Est-ce que c'est en hausse? Oui. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on mélange tout, mais il n'y a pas d'un côté, vous voyez, une taxe magique sur les assurances qui a financé les gentils pompiers, et de l'autre côté, des choses que nous proposerions qui seraient totalement déconnectées de la réalité. Donc, en restons-en aux faits. Le gouvernement ne souhaite pas augmenter cette taxe telle que c'est proposé. Nous avons d'autres mesures pour accompagner les départements. Je vous rappelle qu'on augmente le fonds de sauvegarde des départements de 600 millions d'euros. Et donc, il me semble il atteindra 600 millions d'euros, c'est comme ça plutôt qu'il faut le dire. Il me semble qu'on peut faire des choses plus équilibrées. Et donc, je maintiens que je suis favorable à ces deux amendements. Merci Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix cet amendement 1191 et identique en scrutin public avec un double avis favorable, commission et gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 183, exprimé 182, majorité 92, pour 127, contre 55. L'Assemblée a adopté. Il ne fait pas tomber, hein. L'article étant supprimé, nous passons au vote de l'article 27 septies en scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 182, exprimé 158, majorité 80, pour 71, contre 87. L'Assemblée n'a pas adopté. L'article 27 octies, avec des amendements de suppression à l'article le 16-19. Monsieur Boyard. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est bien un sujet sur lequel vous êtes tous des hypocrites. C'est bien sûr la question de l'accès à la propriété pour tous les jeunes. On a une Assemblée nationale qui a une moyenne d'âge de 50 ans. Il y a 50 ans, vous pouviez acheter une maison pour 90 000 €. Aujourd'hui, on est en 2026. Il faut avoir aux alentours de 300 000 €. Et encore, tout ça, ce sont des moyennes. Et je ne les compare pas par rapport aux revenus et au niveau des salaires qu'ont les jeunes. Pour tous ceux qui ont fait Bac+5 et qui sont à peine au-dessus du SMIC, ou tous ceux que vous avez enfermés dans l'apprentissage. Nous avons aujourd'hui un immense problème sur la question de la crise du logement. 3 millions de logements vacants pour 350 000 SDF. 3,5% des ménages propriétaires qui possèdent à eux tout seuls la moitié des logements en location, notamment pour les louer 900 € dans des studios pour des étudiants dans les villes. Vous avez 10% de tous les logements de notre parc qui sont des résidences secondaires. Et me jouez pas la petite musique en disant mais attendez, ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie. Non, parce qu'aujourd'hui c'est déjà trop cher, il faut être un héritier pour obtenir sa maison. Mais parce qu'en plus de ça, la moitié des résidences secondaires sont possédées par des multiples propriétaires. Donc si jamais vous voulez résoudre le problème de la crise du logement, il va falloir débloquer le marché. Et donc il va falloir un choc. Et quand je vois un amendement qui vise encore une fois à faire des exonérations de taxes pour des gens sans regarder si jamais ils sont multiples propriétaires ou pas, oui je le dis, vous êtes tous des hypocrites. Et c'est notamment vers le Rassemblement national que je me tourne. Parce que vous racontez cette fable qui raconterait que si jamais les jeunes travaillent dur, ils pourront réussir à acheter leur maison, sauf que la réalité c'est pas vrai, parce que vous défendez les multipropriétaires. La seule chose que vont faire les jeunes, c'est travailler pour rembourser une dette publique que vous avez créée en faisant des cadeaux aux ultra riches, pour payer une rente de multipropriétaires qui ont acheté des maisons 4 fois moins chères que eux, ou pour payer une dette écologique sur laquelle vous ne faites rien. Donc sur la question du logement, il va falloir sortir un petit peu de vos rêves et de vos fantasmes et se dire qu'il faut un choc, et que ce choc, il passe notamment par ne pas faire des amendements qui font des exonérations de taxes pour des multipropriétaires. Merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Donc par cet amendement, vous souhaitez supprimer cet article 27 octies qui vient du Sénat et qui pourtant présente un certain nombre d'avantages.
Donc, je ne fais pas durer le suspense, je mettrai un avis défavorable à votre amendement. En effet, je rappelle que cet article, voté par le Sénat, étend à l'ensemble des communes et des EPCI la possibilité d'exonérer de THRS les locaux classés meublés de tourisme et de chambres d'hôtes. Je rappelle déjà que ces locaux sont taxés à la CFE. Et aujourd'hui, effectivement, dans un certain nombre de communes, notamment des stations de tourisme, des stations thermales, on considère que ces logements peuvent être considérés comme des logements de résidence secondaire, et les propriétaires ont du mal à prouver qu'ils n'en disposent pas du tout et qu'ils sont exclusivement destinés aux meublés de tourisme, aux chambres d'hôtes. Donc ils n'arrivent pas d'ailleurs à obtenir l'exonération de ces taxes d'habitation résidence secondaire, alors que pour autant ils ne vont jamais y habiter, surtout des propriétaires qui dans les stations thermales vivent souvent dans ces mêmes stations et n'ont aucun intérêt donc d'aller loger dans leur logement, dans cette résidence secondaire. Donc pour moi, cet article du Sénat, il présente deux avantages. Il harmonise le régime d'exonération de THRS des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes. Il renforce ainsi l'attractivité des territoires touristiques. Et je rappelle une chose, et c'est très bien ainsi, le Sénat a raison de le faire, c'est une faculté. Les communes, les EPCI auront la faculté d'exonérer ou pas ces locaux meublés et de chambres d'hôtes de cette THRS. Donc on clarifie les choses, on simplifie, on évite une double taxation, tout en laissant, et je peux considérer que tout ne se vaut pas. Il y a des zones beaucoup plus ou moins denses, notamment sur les littoraux. Je sais que c'est très compliqué et c'est le combat d'un certain nombre d'élus sur ces bancs et je le respecte. Mais en tout cas, il y a toujours la liberté, la faculté de nos élus d'exonérer ou pas de THRS ces logements locaux. Donc c'est un article équilibré qui va régler un certain nombre de difficultés, qui va simplifier et qu'il serait, je pense, imprudent et même néfaste de supprimer ce soir. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, Monsieur Boyard, la vidéo était bonne, mais ça n'a rien à voir avec l'amendement. Mais ça n'a rien à voir. Vous commencez par nous dire « je défends les jeunes ». Très bien. Moi aussi, on est nombreux et on a tous envie de défendre les jeunes. Ensuite, vous dites « je défends les jeunes qui veulent devenir propriétaires ou locataires, il y a un manque de logement ». Je suis d'accord avec vous. Mais là, l'article 27 octies, il parle ni des jeunes, ni de l'accession à la propriété. Et votre argument, monsieur le député Ray l'a très bien expliqué, n'a rien à voir avec le schmilblick. L'article en question, il dit quoi? Il dit « les collectivités locales peuvent, si elles le souhaitent, éviter la double taxation, CFE et taxe d'habitation sur les résidences secondaires, quand, dans un certain nombre de locaux et de circonscriptions et de territoires, certaines pratiques amènent à ce que des gens qui louent pour des gîtes, des chambres d'hôtes, des meublés de tourisme, une habitation que le fisc parfois considère qu'il pourrait aussi occuper, eh bien, il y a double imposition. Donc, moi, je veux bien m'occuper à fond, du logement, des jeunes, de l'accession à la propriété, des bailleurs privés, du logement social, mais de grâce, ne mélangez pas tout. Là, ce n'est pas le sujet. Et donc, restons-en au sujet. Je vous remercie. Merci. Madame Feld. Non. Ah, ok, vous transférez. Monsieur Boyard, alors. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, sincèrement, c'est insupportable. Plusieurs fois, je prends la parole, vous dites « oui, c'est pour qu'ils fassent des vidéos ». Écoutez, écoutez, je ne fais pas que ça, et si jamais vous vouliez vraiment faire une intervention, tournez-vous vers Gabriel Attal, qui est beaucoup plus porté pour la chose. C'est pas parce que vous avez un député de la génération 2000 qu'il est là uniquement pour faire des vidéos. Ensuite, deuxièmement, Madame la Ministre, oui, je suis ici pour parler des jeunes, et je fais ça essentiellement de mon mandat, et je suis fier que ce soit mon combat, et tous les sujets portent sur les jeunes. Parce que j'entendais notamment aux questions au gouvernement des gens qui étaient en train de se dire « je ne comprends pas pourquoi est-ce que les jeunes, notamment dans la ruralité, ne restent pas ou ne restent pas s'installer à côté de leurs parents, et à chaque fois vous me faites des grands discours. Pourquoi? Parce que les résidences devraient peut-être davantage être des résidences d'habitation qui sont accessibles à des jeunes, plutôt que d'être des produits lucratifs pour des multipropriétaires, notamment quand il s'agit de ce genre de biens. Madame la Ministre, je ne sais pas si j'en ferai une vidéo, mais peut-être que j'en ferai une pour que ça rentre dans votre tête. Si vous prenez les logements vacants, la moitié d'entre eux appartiennent à des multipropriétaires. Ceux qui sont concernés
concernés par cet article, à votre avis, c'est pas des multipropriétaires? Donc franchement, Madame la Ministre, vous me ferez une réponse et peut-être que vous en ferez une vidéo, mais juste allez sur le fond politique et pas sur le paternalisme. Merci. Monsieur Echaniz. Merci, Monsieur le Président. La difficulté avec cet article, c'est qu'il met tout le monde à la même enseigne. Et vous savez, le combat qu'on a porté avec d'autres députés pour être dans la dentelle. On met aujourd'hui, avec cet article, dans le même sac, à la fois les maisons d'hôtes et les meublés de tourisme. Et je pourrais aussi parler des gîtes ruraux. Madame la Ministre, je crois que ça fait plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, que nous appelons de nos voeux, et sur différents bancs, à avoir une clarification entre ce qu'est une maison d'hôte, ce qu'est un gîte rural et ce qu'est un meublé de tourisme. Et je crois que notre administration aujourd'hui est en capacité de faire ce travail-là. Et malheureusement, il n'arrive pas. Et donc, on arrive sur ce genre d'article qui met tout le monde dans le même panier. Et moi, je suis mal à l'aise. Je pourrais le soutenir sur le sujet des maisons d'hôtes. J'ai plus de difficultés pour les meublés de tourisme où on voit effectivement sur un certain nombre de territoires les abus qui peuvent y être liés. Donc malheureusement, cet article voté par les sénateurs englobe trop de choses et il faut, Madame la Ministre, que l'administration et que vos services et vous-même portiez enfin cette clarification sur à la fois le niveau de fiscalité, sur la réglementation entre chambres d'hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme. Je crois que les trois sont différents et méritent un traitement différent et adapté. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Boyard, vous venez de parler des logements vacants. Je le redis avec beaucoup de calme, je travaille sur le fond et je fais de la politique comme vous. L'article 27 octiès ne parle pas des logements vacants. Il parle des gîtes ruraux, des meublés de tourisme et de ce que vient de signaler le député Echaniz. Et donc il dit, Monsieur Lecoq. Cet article dit, est-il possible à des collectivités locales de décider par délibération si elles exonèrent ou pas dans leur territoire de THRS certaines activités qui sont par ailleurs commerciales? Je vous le dis, le logement, l'accès à la propriété des jeunes, je crois qu'ici tout le monde est d'accord que c'est important. Mais trouver les bons sujets pour les défendre, là ça n'a rien à voir. Monsieur Echaniz, je pense que nous sommes totalement d'accord. L'article tel qu'il est écrit permet aux collectivités de différencier leur exonération de THRS si c'est un meublé de tourisme ou si c'est, on le sait, un gîte, une chambre d'hôte. Donc ça permet déjà cette différenciation. Il y a écrit que les collectivités peuvent choisir. C'est un article de liberté. Et donc les collectivités dans votre territoire pourront dire les chambres d'hôtes sont exonérées, mais les meublés de tourisme ne le sont pas. Donc ça permet déjà ça. Je sais que vous voulez, et que vous voulez tous d'ailleurs, je me tourne vers d'autres députés, que nous avancions sur la définition des gîtes ruraux. Je m'engage à ce qu'on y travaille ensemble, vous le savez, parce que ce qui a été écrit pour l'instant, et je vois d'autres visages qui me soutiennent dans ce sens, on le sait, c'est plutôt le lien avec un label qui s'appelle Gîtes de France, très respectable, mais il me semble difficile d'écrire dans le code fiscal que c'est lié à un label très respectable, mais néanmoins pas complètement bien défini. Donc, je pense, Monsieur Echaniz, vous pouvez voter en conscience cet amendement pour votre territoire. Il vous permettra, dans les collectivités, de différencier chambres d'hôtes et meublés de tourisme. C'est déjà une avancée. On doit aller plus loin. Je m'y engage. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Oui, sans trop rallonger les débats, je voulais quand même reprendre la parole pour vraiment redire l'intérêt de cet article qui vient du Sénat et donc vraiment dissuader les collègues de voter cet amendement de suppression. Cet article, il a 3 avantages. Déjà, il évite la double taxation. THRS, CFE, clarifions les choses, sous contrôle des collectivités. Ces meublés de tourisme, ces chambres d'hôtes, c'est de la CFE, c'est une activité économique. Il n'y a pas lieu de les taxer obligatoirement à la taxe d'habitation résidence secondaire. Deuxième avantage, ça simplifie. Je peux vous le dire, je suis élu d'une station thermale. Beaucoup de propriétaires, et ma collègue Pires Beaune est concernée sur Châtel-Guyon aussi, sont doublement taxés. Des propriétaires qui disposent de locaux qu'ils mettent à disposition pour des touristes, des curistes, pardon. Ils se voient doublement taxés parce que l'administration fiscale considère qu'ils peuvent, une partie de l'année,
conserver la jouissance et l'usage. Et ils ont un mal fou à prouver qu'ils ne l'utilisent pas, même 2 jours, même en donnant des relevés d'EDF, même en donnant effectivement des déclarations de taxes de séjour. Donc ça va simplifier à la fois la vie des propriétaires, la vie aussi des services fiscaux qui se voient envahir de demandes de contentieux et de dégrèvements. Et enfin, aussi, je le tiens et je l'ai dit tout à l'heure, ça respecte la liberté de nos élus locaux qui auront la liberté d'exonérer ou pas selon les territoires. Et j'avoue qu'il y a peut-être des situations différentes sur nos territoires entre les côtes maritimes et puis nos zones touristiques rurales ou thermales. Donc je pense que cet article est très équilibré, il est utile, il simplifie, il évite le ras-le-bol fiscal et la double taxation. Donc il ne faut surtout pas voter cet amendement de suppression. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais mettre aux voix cet amendement de suppression avec double avis défavorable, commission et gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 187, exprimé 185, majorité 93, pour 44, contre 141. L'Assemblée n'a pas adopté. À main levée, je mets aux voix l'article 27 octies. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 27 nonies. L'amendement 1621. Monsieur Fugy. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement d'ajustement technique qui vise à corriger une erreur de base de calcul de la redevance communale des mines pour l'hydrogène naturel, appelé aussi l'hydrogène blanc, comme vous le savez. Donc, en effet, le tarif de 220 € s'applique donc par milliers de mètres cubes et non par centaines. Et donc, faire cette correction permettra d'éviter une surimposition qui pénaliserait notamment les communes. Et je profite de rappeler que l'hydrogène naturel est une ressource potentiellement abondante en France, selon les travaux de l'IFP Énergie Nouvelle. Une ressource qui est une opportunité aussi majeure pour notre transition énergétique, en contribuant notamment donc à la défossilisation de nos ressources énergétiques et donc à notre souveraineté. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur sur cet amendement. Oui, ça sera un avis favorable puisque l'amendement de notre collègue Jean-Luc Fugy corrige une erreur qui concernait la détermination des nouveaux tarifs de la redevance communale des mines. Cette coquille nous avait déjà été d'ailleurs signalée lors des travaux préparatoires à la CMP, donc avis favorable. Merci. Madame la ministre. Favorable. Je mets aux voix cet amendement avec double avis favorable en scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 174, exprimé 167, majorité 84, pour 95, contre 72. L'Assemblée a adopté. L'amendement 21-25 n'est pas défendu. Je mets aux voix l'article 27 nonies. Il n'y a pas de scrutin public. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'article 27 decies à main levée, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 27 undecies. 24, l'amendement 2436 de M. Juvin n'est pas défendu. Des amendements identiques, le 3540 du gouvernement. On dit une déciesse. Là aussi, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, il s'agit de prendre acte du fait que nous sommes le 14 janvier. Et donc, il nous faut prendre un certain nombre de mesures pour éviter l'application rétroactive de mesures qui pourraient être défavorables aux redevables, notamment les droits à exonération pour les magasins et boutiques à une surface inférieure à 400 mètres carrés, pour limiter cette exonération aux seuls commerces qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial, et également la taxation d'office sans mise en demeure préalable des personnes ayant procédé à une construction sans déclaration légale. Ces deux dispositions ne pourront entrer en vigueur qu'à la date de la promulgation de la loi de finances. Et donc, comme il faut qu'on clarifie ce fait, l'amendement le permet. Merci, Madame la Ministre. L'amendement 3340 n'est pas défendu. Donc, Monsieur le rapporteur, sur cet amendement du gouvernement.
Un avis favorable puisqu'il vise à éviter de manière rétroactive une mesure défavorable aux contribuables en matière de taxes d'aménagement. Merci. Je mets aux voix cet amendement à main levée. Double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 27 undécies à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'article 27 duodécies. D'abord, l'amendement du gouvernement, le 3539. Alors, il s'agit de revenir sur une proposition qu'a fait le Sénat qui amènerait à pouvoir majorer très significativement la THRS, alors que le gouvernement souhaite évidemment que ce dispositif soit maintenu. Nous avons parlé préalablement des enjeux de logements vacants et de taxes d'habitation sur les logements vacants qui vont maintenant être différenciés de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il nous semble que nous devons néanmoins veiller à ce que cela reste proportionné et donc nous en restons au fond au régime actuel, sachant que, je le redis, vu le vote que vous avez fait précédemment, il faudra que les communes redélibèrent sur la manière d'organiser d'une part la THRS et d'autre part la nouvelle taxe sur la vacance, et avec des taux et donc des pouvoirs de taux différenciés. Mais il nous semble que les plafonds actuels suffisent largement pour faire déjà beaucoup de choses dans les communes. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur sur cet amendement. Donc, pour rappel, la Commission avait rejeté l'amendement du gouvernement et avait maintenu le dispositif prévu par le Sénat qui, effectivement, assouplissait les règles parfois très compliquées de règles de liaison entre les différentes taxes. Qui, effectivement, ces règles peuvent avoir un intérêt puisqu'elles permettent de protéger une certaine catégorie de contribuables. Avant, c'était pour protéger les entreprises parce qu'on considérait que les entreprises ne votent pas par rapport aux taxes ménages. Donc, rappelons aussi quand même que ces règles de lien sont aussi sous la responsabilité des votes des élus locaux. Donc, j'émettrai sur le gouvernement un avis de sagesse. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Echaniz. Merci, Monsieur le Président. De quoi parlons-nous? Nous parlons ici d'un article voté par les sénateurs qui reprend ce que nous votons ici chaque année à l'unanimité depuis de nombreuses années, c'est-à-dire la déliaison des taux. C'est une longue et vieille revendication de nos élus locaux de pouvoir délier les taux entre la THRS et la taxe foncière. Donc moi je ne comprends pas ce recul du gouvernement sur cette demande des territoires, sur cette demande de liberté de pouvoir adapter en fonction des besoins et des nécessités sur les territoires. C'est un amendement qui, je le dis et je le répète, est voté à l'unanimité des deux chambres chaque année. Donc ne revenons pas dessus. Inscrivons cet article 27 duodécies dans le budget pour que, enfin, nos maires puissent, en responsabilité et s'ils le souhaitent, majorer en fonction de leurs besoins. Donc, cette liaison n'a plus lieu d'être, Madame la Ministre. Donc, nous voterons bien évidemment contre cet amendement pour préserver une bonne fois pour toutes cette déliaison des taux. Merci, monsieur le député. Je vous informe sur le vote de l'amendement 3479, 1237 et identique, et sur le vote de l'article 27 terdécies, de demande de scrutin public de la part du groupe Ensemble pour la République, la droite républicaine, Horizon et Indépendants. Je fais annoncer ces scrutins dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Moi, je rebondis sur les propos de notre collègue. Voter à l'unanimité de l'Assemblée nationale la déliaison des taux, je ne suis pas convaincue. Je n'ai pas le souvenir d'avoir voté jamais ça. J'ai été il y a très longtemps élu communal, je vais jouer Charles de Courson. J'ai été il y a très longtemps élu communal et à l'époque on avait 4 taxes et on avait une liaison des 4 taux de fiscalité. Depuis, il y a une simplification quand même qui s'est opérée. Mais aujourd'hui, l'amendement du gouvernement, il ne propose pas une déliaison totale, il propose un assouplissement de la liaison des taux.
Et je crois raisonnable d'essayer de passer par un assouplissement dans un premier temps et de voir comment ça va s'opérer dans le temps, plutôt que de dire aujourd'hui on assure une déliaison. Parce que la crainte quand même, c'est qu'on va avoir des communes qui auront, pour des difficultés budgétaires, une tentation d'augmenter déraisonnablement certains taux. Et je pense qu'aujourd'hui, un assouplissement des règles de liaison, c'est une approche de responsabilité dans la maîtrise des taux des collectivités territoriales. Merci Madame la députée. Je mets aux voix cet amendement avec un avis sagesse de Monsieur le rapporteur, un avis favorable du gouvernement. À main levée. Qui est pour? 35-39, il est en scrutin public. Il est en scrutin public, pardonnez-moi, on va lancer le scrutin. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 163, exprimé 161, majorité 81, pour 60, contre 101. L'Assemblée n'a pas adopté. Je mets donc aux voix l'article 27 du dossier. C'est à main levée. Qui est pour? Levez bien les mains, là, ça m'arrangerait. Merci. Qui est contre? Il est adopté. Article 27, terre des siesses, avec l'amendement du gouvernement, le 34-79. Si vous êtes d'accord, Monsieur le Président, je dirais rédactionnel 1er janvier, parce que c'est des écritures techniques pour que les lois puissent quand même s'appliquer, même si nous promulguons cette loi de finances après le 1er janvier. Donc je ne vais pas faire à chaque fois explication, mais il s'agit toujours des mêmes mécanismes. Okay, bon. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Ce sera un avis favorable pour les mêmes raisons, puisque cet amendement vise à supprimer l'application rétroactive d'une mesure défavorable aux contribuables qui concerne la réduction de la taille de projet pour le versement des acomptes de la taxe d'aménagement. Je mets aux voix cet amendement avec un double avis favorable, commission du gouvernement en scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 153, exprimé 88, majorité 45, pour 86, contre 2. L'Assemblée a adopté. Je mets aux voix l'article 27, terre des siesses en scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 159, exprimé 158, majorité 80, pour 99, contre 59. L'Assemblée a adopté. Article 27, quater des siesses, avec des amendements de suppression à l'article 1237. Qui le défend chez Horizon? Madame Gérard. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer l'article 27 quater des siesses qui relève le plafond de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation. Cette mesure se traduirait en effet par une hausse du coût de la carte grise pour les ménages. Or, pour beaucoup de Français, la détention d'un véhicule n'est pas une option, mais une nécessité pour aller travailler. La plupart des ménages n'ont effectivement pas d'alternative à l'utilisation de la voiture individuelle. Afin de ne pas alourdir la pression fiscale pesant sur les classes moyennes, nous proposons donc de supprimer cet article. Merci Madame la députée. L'amendement 2743, Monsieur Michou. Merci, Monsieur le Président. Sur cette augmentation des taxes sur les cartes grises, bien sûr, nous voterons pour cet amendement de suppression, parce qu'il ne faut plus augmenter les taxes, et on continue à taxer. La voiture, le véhicule automobile est en train plus ou moins de disparaître. On s'aperçoit qu'on a 200 000 voitures en moins aujourd'hui d'immatriculation. Donc ça ne sert à rien de continuer à augmenter les taxes, parce que ça devient, la voiture, un produit de luxe.
Bientôt, quand il n'y aura plus de voitures, notamment plus de voitures thermiques, comment va-t-on récupérer la taxe sur les carburants? Mais ça va être énorme, la nécessité et les taxes et les impôts que ça amène. Je crois qu'il n'y a pas de réflexion dans cette augmentation de taxes, cette augmentation à la petite semaine. Donc non, il ne faut pas augmenter le coût de la carte grise, parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire de la voiture un produit de luxe. C'est inacceptable. Merci, monsieur le député. Le 29-10 n'est pas défendu. Le 34-04, monsieur Breton. Oui, monsieur le président, oui, c'est un amendement de suppression sur cet article qui vise effectivement à relever le plafond du tarif régional à la taxe carte grise. Je crois que ça serait d'une part un coup de canif pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et il faut noter quand même qu'il y a des régions qui font un effort important. J'en veux pour preuve la région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'a augmenté aucun de ses leviers fiscaux au cours des dernières années. Et puis le deuxième point, c'est aussi un coup de poignard dans le dos, entre guillemets, notre filière automobile qui n'en a pas besoin en ce moment, avec effectivement des relèvements de malus qui sont également annoncés par ailleurs. C'est pour ça que je crois qu'il faut faire preuve de modération et de pondération fiscale. On vous propose la suppression de cet article. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur sur ces amendements de suppression. Oui, merci, monsieur le président. Pour information déjà, la commission a adopté ces amendements de suppression de l'article 27 quater des siès. Comme cela a été indiqué, pour rappel, cet article qui vient du Sénat vise à augmenter le plafond de la taxe régionale sur les certificats, sur les cartes grises, de 60 à 70 €. Donc je serai doublement opposé à cet article et donc favorable aux trois amendements de suppression pour deux raisons. Cette mesure aurait effectivement une incidence négative sur le pouvoir d'achat des Français, des automobilistes, particulièrement dans les zones faiblement dotées en transport public. C'est donc un frein à la mobilité. Je pense qu'on a déjà assez fait sur les automobilistes. Et deuxième raison plus technique, près de 2/3 des régions présentent actuellement un tarif inférieur au plafond actuel de 60 €. Donc les 2/3 des régions disposent déjà d'une marge de manœuvre si elles voulaient augmenter. Donc pour toutes ces raisons, je serai favorable à ces amendements de suppression. Merci. Madame la ministre. Sur ces amendements, je vais laisser faire l'hémicycle, puisqu'il y a beaucoup de messages très contradictoires sur ce sujet. Certaines régions, je dois dire, sont très demandeuses. D'autres ne le sont pas du tout. C'est une délibération des collectivités. À un moment donné, vous êtes tous les uns les autres à nous dire autonomie fiscale. Eh bien, je vous laisse du coup, dans vos âmes et consciences, prendre la décision qui s'impose. Merci, Madame la ministre. Madame Galzi. Oui, merci Monsieur le Président. Avec cet article, vous préparez une nouvelle hausse de la taxe sur les cartes grises. Encore un impôt de plus, encore une facture pour les Français. Et ce sont une fois de plus les mêmes qui paient, ceux qui vivent dans la France rurale, la France des petites villes, la France qui n'a ni métro ni RER. Chez nous, la voiture n'est pas un choix, c'est une obligation pour aller travailler, pour se soigner, pour faire ses courses, bref, pour vivre. En relevant le plafond de la taxe, vous donnez aux régions le feu vert pour matraquer fiscalement les automobilistes. C'est une fiscalité punitive, aveugle, injuste. Le carburant peut flamber à nouveau à tout moment. Les assurances explosent, l'entretien devient hors de prix et vous trouvez encore le moyen d'augmenter la carte grise. C'est toujours la même logique, faire payer ceux qui bossent, ceux qui roulent, ceux qui n'ont pas le choix. Avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous défendons le pouvoir d'achat, la France de nos territoires ruraux. Pour nous, ce sera non. Merci, Madame la députée. Monsieur Delautrette. Oui, merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut peut-être objectiver quand même ce débat ? Il s'agit là de donner la possibilité, et merci Madame la Ministre de rappeler le principe de libre administration des collectivités. Il s'agit de donner la possibilité aux régions qui le souhaiteraient d'augmenter de 10 €. De 10 €, si je me permets quand même d'objectiver un peu le débat, un certificat d'immatriculation sur une opération, une transaction qui coûte à la base beaucoup plus cher. Mais j'entends parler de développement de la mobilité.
Personne n'a oublié ici que les régions étaient des autorités organisatrices de la mobilité, étaient en charge justement du développement. Vous parliez, chers collègues, de certaines zones où il n'existe pas d'offres de transport collectif, d'alternatives à la voiture. Et justement, les ressources des régions, pour une partie, sont consacrées justement au développement de l'offre de transport collectif. Donc à un moment, si on veut développer cette offre collective, faut-il donner les moyens aux collectivités qui en ont la charge de pouvoir l'assumer. Donc ça, c'est, à mon sens, justement, un des moyens, un des leviers pour donner les moyens suffisants pour le faire. Et évidemment, ce n'est pas par cette simple action qu'on leur donnera les moyens suffisants. Mais en tout cas, ils y contribueront. Donc, d'évidence, nous serons contre ces amendements de suppression. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste revenir sur l'intervention de la députée qui disait voilà le gouvernement avec ses projets scélérats et qui cherche à taxer les gens en douce. Alors je vous donne un indice. Quand il y a écrit un truc avec quater des sièges, une des sièges, etc., c'est un amendement qui vient du Sénat, puisque je vous rappelle que nous n'avons, nous, gouvernement, pas déposé d'amendement additionnel, sauf le bailleur privé en première lecture. Donc, s'il n'y a pas écrit juste article quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient du Sénat. Et sur cette disposition, je vous le dis, je vous laisse décider, parce qu'il y a, je sais, des avis très partagés, très divisés, et que donc, au fond, l'avis du gouvernement, nous, on n'est pas à fond pour les hausses d'impôts. Vous avez bien compris quelle était notre ligne. Je l'ai eu tout à l'heure sur la TSCA et sur les hausses de fiscalité directes ou indirectes sur les ménages. Mais sur ce sujet, je laisse l'hémicycle décider. Nous allons donc décider en scrutin public avec un avis favorable de la Commission, un avis de sagesse du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 154, exprimé 151, majorité 76, pour 144, votant contre 7. L'Assemblée a adopté. Je mets aux voix l'article. Oui, ben non, l'article est supprimé. Eh bien, c'est l'heure. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026. La séance est levée.